principaux enjeux aujourd'hui, c'est les processus de paix qui sont sous la table. D'un côté, il y a le processus de Washington mené par l'administration américaine qui tente de trouver des voies négociées entre Kinshasa et Kigali. Le processus de Washington lui-même est une forme de continuité de la dynamique de Luanda, pour ceux qui suivent le conflit de manière assez régulière. Et donc, vous avez un accord de paix sur papier qui donne des bonnes perspectives, mais sur terrain, il y a un vrai décalage entre le processus de paix et la réalité de terrain. Ensuite, vous avez également le processus de Doha, qui est un processus également qui a commencé au niveau de Nairobi, qui a été plus ou moins bloqué et qui permet cette fois-ci de mettre en face le gouvernement congolais avec la rébellion du M23. Ce processus également est bloqué. Et donc, les solutions diplomatiques qu'on a vues émerger en 2025, aujourd'hui, sont pratiquement je dirais, en panne. Et donc, la solution demeure une logique militaire, de telle sorte que même le cessez-le-feu qui a été signé à un moment donné, eh bien, tout le temps est remis en question par des reprises des combats autour de point zéro, éventuellement autour des Minembwe. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est est-ce qu'on pourra avoir une solution négociée à la crise ou faut-il que la solution militaire reprenne les dessus avec les risques d'extension du conflit vers le Katanga? Mais en même temps, c'est un processus politique interne, puisqu'il y a un dialogue que le président a accepté à Kinshasa et qui devrait réunir la classe politique de manière générale, l'opposition, y compris les rebelles. L'enjeu à Kinshasa, c'est l'inclusivité du dialogue. À ce jour, le président reste plus ou moins campé sur une position d'un dialogue qui exclurait une partie des acteurs, notamment ceux qui ont pris les armes, et d'un dialogue qui se tiendrait à Kinshasa. Or, pour certaines oppositions, un dialogue à Kinshasa ne réunirait pas les garanties de sécurité, notamment pour ceux qui sont en exil, parce qu'il y a une partie de l'opposition qui est en exil à Bruxelles, à Paris, l'ancien président Kabila, le réseau Katumbi, et le réseau Sauvons l'RDC, l'ancien premier ministre Matata. Et donc, un dialogue à Kinshasa éliminerait donc une partie de l'opposition. Et donc, l'enjeu à Kinshasa, c'est l'inclusivité du processus de dialogue, les garanties de sécurité pour certains, mais surtout également la question qui commence de plus en plus à prendre le dessus, qui est la question du changement constitutionnel, puisque le président a lancé le chantier de manière tacite du changement constitutionnel. Au niveau du Parlement, la loi sur le référendum, qui est censée préparer le terrain à un référendum populaire, a été votée. La loi a été également envoyée au niveau de la constitutionnelle, qui l'a trouvée conforme à la Constitution. Et donc, il ne reste plus que la promulgation de la loi référendaire, ce qui ouvrirait la porte à une possibilité de demander à la population de voter oui ou non pour une nouvelle Constitution, ce qui est un point de crispation majeure dans le jeu politique au niveau de Kinshasa. Et donc, l'autre enjeu du dialogue, c'est aussi de réunir une forme de consensus politique sur le fait qu'on ne peut ne pas avoir des élections en 2028, mais qu'il faudrait un minimum de stabilité du consensus pour une forme de continuité. Donc, le président pourrait rester dans le cadre d'un consensus, les temps de ramener la paix pour avoir des élections sur l'ensemble du territoire. Donc, il y a également cet enjeu derrière qui est mis sur la table. Et pour certains, la guerre, eh bien, c'est un gain politique à la fois pour Kinshasa et pour la rébellion. L'autre aspect que je n'ai peut-être pas évoqué, c'est que la rébellion, maintenant, aujourd'hui, ça fait pratiquement 3 ans et demi que la M23 s'est installée et qui est de plus en plus à une forme d'occupation des faits qui se renforce, territoriale, des recrutements de militaires, de la justice et des risques de plus en plus importants d'une forme de balkanisation, ce qui est la grande inquiétude de beaucoup de Congolais, de voir une partie du pays échapper totalement par une occupation des faits à l'administration de Kinshasa. Ils sont dans une logique d'administration de territoire, ils ont nommé des gouverneurs au nord et au sud Kivu, ils sont en train de mettre en place une forme de banque parallèle parce que la Kinshasa a coupé l'accès aux banques dans ces régions-là. Et donc, ils sont en train de mettre en place une forme de banque parallèle qui permettent d'organiser les finances sur terrain, des compagnies d'assurance à côté. Ils ont mis en place une administration, une redivision territoriale de la défense, recruter des magistrats, recruter des policiers, recruter des militaires. Et récemment, ils ont même commencé à proposer, je dirais, l'installation, plutôt l'implémentation d'un visa pour entrer dans ces zones-là. C'est que Kinshasa a totalement décrié. Donc, on est dans une logique d'un mouvement qui s'installe dans la durée et qui prend de plus en plus des actes de gouvernance, comme s'il s'agissait d'une occupation censée demeurer plus longtemps. Alors que les différents processus de paix, les différents accords reviennent sur la restauration de l'autorité de l'État,
donc du gouvernement dans les zones occupées, un retrait des armées rwandaises des zones occupées, mais également un cantonnement des mouvements rebelles en dehors des grandes villes. Mais ces dispositions-là restent lettres mortes. C'était bonnes intentions dans les protocoles d'accord. La vérité sur le terrain, c'est qu'on est loin des victoires diplomatiques tant chantées, que ce soit à New York ou à Doha.